des obligations qui pèsent sur les forces de police et les procureurs et les juges en matière de lutte contre la traite des êtres humains. Donc je les ai réunis en 7 obligations que je vais détailler. Avant toute chose, je vais quand même rappeler que des enquêteurs, des procureurs, des juges, ils travaillent parce qu'ils appliquent la loi. Or, il y a la loi, mais ils appliquent aussi des directives gouvernementales, des politiques pénales. Donc à partir du moment où une loi est mal faite, ou une loi est lacunaire, à partir du moment où la lutte contre la traite des êtres humains n'est pas forcément une priorité gouvernementale, vous aurez quand même moins de chances que des enquêtes soient ouvertes et qu'on mette des moyens dans les enquêtes, les poursuites et le jugement des affaires de traite des êtres humains. Donc en introduction, ce que je voulais dire, c'est qu'il incombe aux praticiens, à la société civile, en fait, de se mobiliser pour rappeler aux différents gouvernements que la traite des êtres humains est une priorité, elle doit être une priorité gouvernementale, ce qui permettra ensuite aux autorités concernées de mettre en œuvre leurs obligations. La première obligation, c'est bien sûr appliquer la loi. Appliquer la loi, donc, notamment le code pénal, et ceci sans idéologie. Je vous explique, vous avez encore en France ou ailleurs des autorités judiciaires ou des enquêteurs qui lisent le code pénal de manière erronée. Ils ont un texte en phase 2, on leur explique ce qu'est la traite des êtres humains, et ensuite vous trouvez des changements de qualification ou des décisions de ne pas poursuivre sur des faits de traite, par exemple quand les faits n'ont pas de caractère transnational. Je rappelle donc qu'il faut lire la loi, il faut lire les conventions internationales, il faut lire le protocole de Palerme, il faut lire la convention du Conseil de l'Europe. La traite peut être transnationale, elle peut être aussi à l'intérieur des frontières d'un pays. Et donc vous avez certains faits où on n'a pas retenu l'affaire de l'incrimination de traite des êtres humains parce qu'il ne s'agissait pas de faits commis par les réseaux transnationaux. Encore une fois, il s'agit d'une lecture erronée de la loi et des textes internationaux. L'obligation numéro 2, c'est identifier les victimes de la traite des êtres humains. Pour identifier les victimes de la traite des êtres humains, il faut savoir ce qu'est la traite des êtres humains, ce qu'elle n'est pas. Il faut savoir aussi qui sont les victimes, comment est-ce qu'on les reconnaît. Et par cela, il faut aussi se débarrasser de ces préjugés. Contrairement à ce qu'on pense, et c'est pour ça que je ne suis pas forcément d'accord avec l'affirmation selon laquelle des personnes éduquées ne seraient pas victimes de traite, vous avez des personnes qui sont éduquées, qui ont fait des études, qui sont trompées, puisqu'on leur promet un travail ailleurs. Et donc ces personnes-là, tout en étant éduquées, elles sont trompées, donc escroquées, et donc forcément, elles vont mettre un pied dans la traite. Donc les préjugés selon lesquels les victimes de traite seraient pas éduquées, pleurnichardes, apeurées, balayer ces préjugés. Parce que c'est avec ce genre de préjugés que quand des enquêteurs ont en face d'eux une victime de traite qui n'est pas en train de pleurer, qui n'est pas apeurée, que les gens se disent elle n'est pas victime de traite. À la rigueur, elle est victime de proxénétisme, mais de toute façon, elle était consentante. Donc encore une fois, arrêtons les préjugés, et pour arrêter les préjugés, il faut mettre son nez dans les dossiers et entendre, j'allais dire avec des oreilles attentives, les récits qu'ont à en faire soit les victimes, soit les gens qui les accompagnent. Ensuite, je dirais qu'il faut être proactif. On ne peut pas, il n'est pas forcément nécessaire d'attendre de découvrir une affaire de traite des êtres humains ou qu'une victime se présente seule ou accompagnée d'une ONG pour ouvrir une enquête. On peut travailler aussi sur du renseignement. En France, par exemple, on a le droit, hors enquête judiciaire, d'avoir recours à des techniques de recueil du renseignement, en fait, qui ressemblent aux techniques spéciales d'enquête qui sont mises en œuvre dans le cadre des enquêtes judiciaires, mais ça permet en fait de déblayer le terrain et de préparer un dossier qu'on va pouvoir présenter ensuite à un procureur qui, lui, sur la foi de cette enquête administrative, va pouvoir décider d'ouvrir une enquête judiciaire. Ensuite, une fois que les enquêtes judiciaires sont ouvertes, il faut être actif, il faut utiliser toutes les techniques spéciales d'enquête qui sont mises en œuvre dans les codes de procédure pénaux, de manière à pouvoir infiltrer les réseaux, de pouvoir faire des interceptions téléphoniques, j'allais dire de manière poussée, etc. Ensuite, il faut mettre en œuvre et utiliser les outils de coopération internationale.
Ça fait très chic de parler de coopération internationale, sauf que quand vous voyez certains dossiers, vous voyez que les différents canaux n'ont pas été utilisés. Les gens, des enquêteurs, des procureurs ignorent qu'on peut émettre des notices rouges par le biais de l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol. On peut émettre des notices bleues, on peut émettre des notices jaunes. Tout ça va permettre de mettre en œuvre la coopération internationale. Une demande d'entraide internationale adressée à une juridiction étrangère, ça se prépare, on se renseigne sur la législation du pays en face pour savoir ce qu'il est possible de faire, de manière à ne pas envoyer une demande d'entraide qui ne sera pas exécutable. Il n'y a pas besoin d'accords internationaux avec un État étranger pour demander l'entraide, parce qu'il y a un principe général du droit international coutumier qui dit que l'entraide, elle peut être demandée sans hors l'existence d'un accord de coopération internationale. Elle peut être demandée à titre de réciprocité. C'est une règle du droit international coutumier. Ensuite, il faut éventuellement songer à créer des équipes communes d'enquête. Ça peut être utile de faire travailler 2 États pendant au moins 1 an sur les faits. Ça alourdit le dossier d'enquête et ensuite ça va alourdir les poursuites. Une autre obligation, justement, c'est celle de documenter le dossier d'enquête. Plus le dossier d'enquête est lourd, plus les victimes auront été entendues, plus elles auront, pour être entendues, été protégées, admises à séjourner sur le territoire en question, et plus votre dossier aura du poids devant les juridictions de jugement. Enfin, ma 7e obligation, c'est une obligation qui incombe à tout le monde, mais qui incombe quand même aux juges du siège, aux magistrats du siège. En France, on a la chance d'avoir des magistrats du siège qui participent à des formations et qui n'hésitent pas à participer à des formations avec des procureurs ou des enquêteurs. Ils ne se sont pas insultés de devoir partager un enseignement avec d'autres services. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Alors, dans ce cas-là, il faut que les pouvoirs judiciaires de ces pays-là organisent des formations à l'attention des juges. Un juge, il est certes indépendant, mais encore une fois, de sa formation et de sa connaissance des choses dépend son indépendance. Et on a encore trop de juges qui ne connaissent pas la traite des êtres humains, qui, encore une fois, ont leurs préjugés, et qui ensuite vont prononcer des peines parfois vraiment très clémentes vis-à-vis des trafiquants. J'insiste encore une fois aussi sur, j'ai oublié de le dire dans l'obligation pour l'alourdissement, j'allais dire, du dossier d'enquête, et qui va avoir des répercussions sur la phase de jugement, c'est encore une fois, c'est l'enquête financière, c'est le volet patrimonial. Et le volet patrimonial, par exemple, c'est sûr que si on fait une enquête en France et que ensuite il faut savoir quel est le patrimoine, quels sont quel est le numéraire, quelles sont les propriétés qui sont détenues par des trafiquants d'êtres humains au Nigeria, je ne vois pas comment, en France, on pourrait avoir le résultat de ces enquêtes sans entraide de la part des autorités nigérianes. Or, l'entraide dans cette matière-là va permettre ensuite à la juridiction de jugement, enfin déjà aux autorités d'enquête et de poursuite de faire saisir les propriétés, mais ensuite à la juridiction de jugement de les confisquer. Et encore une fois, vous n'avez pas de traite des êtres humains qui sera commise autrement que dans un objectif de lucre. Exploiter quelqu'un, c'est se faire de l'argent sur la personne. Donc, soumettre quelqu'un à la traite des êtres humains, c'est uniquement dans un but lucratif. Donc, encore une fois, c'est aussi par ce volet-là qu'on arrivera à la fois à déposséder les trafiquants de leurs avoirs criminels et donc à les dissuader de commettre cette infraction. Et ça permettra surtout à la fin d'avoir à la fois une peine d'emprisonnement, mais surtout une peine de confiscation. Et encore une fois, à chaque fois que vous enclenchez la machine au niveau de l'enquête pour identifier et saisir des biens, c'est à partir de ce moment-là que les trafiquants mettent tous les moyens avec leurs avocats pour contester les décisions de justice, parce qu'encore une fois, le calcul est fait. Pour eux, ils peuvent, j'allais dire, risquer quelques peines d'années de prison tant qu'ils ont amassé un patrimoine conséquent. Si vous voulez les en déposséder, il n'y aura plus du tout d'intérêt.
de participer à la traite des êtres humains. Voilà, merci.